Mais oui, c'est bien là, 10 minutes pour les sciences. Bienvenue. Je vous invite à venir découvrir une science un peu particulière qui mêle la mécanique physique avec les sciences du vivant, la biomécanique. Vous savez, c'est notamment grâce à cette discipline qu'il est maintenant possible de reconstituer un membre entier, une main, une jambe, et de le réarticuler au corps d'une personne. Oui, l'homme bionique n'a jamais été aussi proche de nous. Observez la mécanique de votre corps. Sentez-vous à quel point votre posture peut être liée à votre respiration. C'est-à-dire comment votre façon de respirer peut influencer sur votre façon de vous tenir et de vous placer dans l'espace. Allez, je vous emmène rencontrer Louis Clavel, mécanicien diplômé de l'École normale supérieure de Cachan, spécialisé en biomécanique. C'est parti, direction l'Institut de biomécanique humaine Georges Charpak à Paris. Alors pourquoi est-ce que votre équipe de recherche a commencé à s'intéresser à ce lien entre la posture et la respiration? Alors au tout début, on s'est dit que la respiration, c'était une action mécanique comme une autre. C'est une alternance entre l'inspiration où on gonfle le thorax et une expiration où on vient vider le thorax. À partir de là, on se dit que c'est une action mécanique, donc forcément il va y avoir des efforts qui vont être créés, des déplacements qui vont être générés. Et donc on peut étudier cette respiration tout simplement comme de la mécanique pure, ce qui est mon background de départ. Et c'est ce que j'ai étudié jusqu'à présent. Et de l'autre côté, il y a des médecins qui sont venus me chercher et qui, eux, avaient remarqué de leur côté que certaines pathologies respiratoires allaient influer l'équilibre et aussi pouvaient créer des troubles de la marche. Donc à partir de là, on s'est dit, et plusieurs papiers l'ont dit déjà, qu'effectivement, il y avait certaines pathologies qui venaient détériorer la posture, mais ils ne savaient pas exactement pourquoi. Et donc nous, notre projet global, ça va être essayer de comprendre quels sont les liens à la fois entre la posture et la respiration, de les voir chez le sujet sain et aussi de comprendre pourquoi est-ce qu'ils se détériorent chez les sujets pathologiques qui ont des maladies respiratoires. Quelles sont ces maladies respiratoires que vous étudiez? Les 3 pathologies respiratoires qu'on étudie sont tout d'abord la bronchopneumopathie chronique obstructive, la maladie du fumeur. Ensuite, il y a le syndrome d'apnée du sommeil. Et pour finir, il y a aussi la paralysie du diaphragme. Ce sont 3 pathologies respiratoires et pour lesquelles on a déjà observé, ou alors on peut se douter qu'on va observer, des altérations de la marche ou de l'équilibre postural. Alors, un petit point médical. La bronchopneumopathie chronique obstructive est une maladie chronique inflammatoire qui touche les petites bronches et se caractérise par la diminution progressive du souffle. Dans 80% des cas, elle est due au tabac et se développe après 40 ans. La paralysie diaphragmatique est beaucoup plus rare et concerne des personnes qui ont une lésion du nerf innervant le diaphragme. Le diaphragme est un muscle qui permet aux poumons d'avoir une dynamique d'inspiration et d'expiration. Imaginez s'il est bloqué, on aura bien plus d'efforts à fournir pour respirer une quantité suffisante d'oxygène. L'apnée du sommeil, elle, se manifeste par des arrêts involontaires de la respiration pendant le sommeil. Alors soit c'est carrément le cerveau qui n'envoie plus l'information de respirer, soit il y a un problème mécanique dû à la morphologie, au surpoids ou à l'âge du sujet. Mais d'ailleurs, dans cette dernière pathologie, comme son nom l'indique, les apnées surviennent durant le sommeil. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir des répercussions sur la posture pendant la journée? Pendant la journée, leur cerveau, tout au long de la journée, pour qu'il respire bien, va faire un effort. Et cet effort cognitif va prendre des ressources. Et forcément, s'il y a moins de ressources, il y aura moins de ressources qui vont être allouées à d'autres activités, comme la marche ou l'équilibre. Et c'est pour ça qu'on peut facilement croire qu'il va y avoir des répercussions sur l'équilibre et sur la posture de ces sujets. C'est vrai que quand on y pense, le simple mouvement de notre cage thoracique fait appel à tout un tas de muscles et à une grande flexibilité. Quand je dors ou quand je cours, il faut que mon corps puisse s'adapter au changement de volume d'air dont j'ai besoin pour alimenter mes petites cellules. Et finalement, c'est lorsque le corps se dérègle que l'on voit l'importance du système mis en place. Monsieur Clavel, comment faites-vous pour observer cette interaction complexe entre notre façon de respirer et notre posture? Tout d'abord, le point de départ, on a dû observer la respiration sans perturber le sujet. Parce que si on demande à un sujet de respirer calmement pendant 1 minute à travers un tube, il va respirer tout sauf calmement et tout sauf naturellement. Donc il faut qu'on arrive à observer sa respiration sans qu'il se rende compte qu'on l'observe. Donc pour ça, on a utilisé de la plétismographie optoélectronique. Ça revient à placer différents marqueurs sur le corps humain. C'est souvent utilisé dans les films, sauf que dans les films, ils arrivent à reconstituer Gollum qui marche. Et nous, à la place, on reconstitue le tronc qui vient se déformer et la variation volumique du tronc. Et à partir de là, on arrive à observer la ventilation plus que la respiration et voir la variation volumique du tronc.
Et d'autre part, pour étudier la posture, on vient observer le déplacement du centre de gravité projeté sur le sol à l'aide de plateformes de force qui viennent mesurer ce déplacement de centre de gravité. Et comme on a les deux systèmes qui sont synchronisés et couplés, à partir de là, on peut facilement réussir à comparer l'un à l'autre et voir la synchronisation entre la respiration et la posture. C'est très intriguant cette façon de mesurer la respiration à distance sans avoir de mesure directe des volumes d'air déplacés par l'inspiration et l'expiration. Comment ça se passe en pratique ? Le principe de mesurer la ventilation à l'aide de ces marqueurs qu'on place sur la peau, on va pouvoir voir la variation du tronc au cours du temps. Et le gros avantage par rapport à d'autres systèmes de mesure de la respiration normale, c'est qu'on va pouvoir mesurer à la fois en position assise, debout, sans que le sujet bouge, mais aussi au cours de la marche. Ces marqueurs vont venir réfléchir des lumières infrarouges qui sont envoyées par chacune des caméras. Et à partir de 13 caméras, on peut repositionner le marqueur dans l'espace. Et c'est comme ça, en connaissant la position de chacun des marqueurs positionnés sur le corps humain dans l'espace, on peut reconstruire un volume ou le déplacement de ces marqueurs au cours de la marche. Sauf que nous, on mesure la variation de la cage thoracique. Ce n'est pas tout à fait le volume pulmonaire, mais on s'en rapproche le plus possible. On essaye de diviser en différents secteurs notre tronc, et à partir de là, on voit la variation de la cage thoracique, que ce soit la cage thoracique pulmonaire, abdominale ou les abdominaux eux-mêmes. Y a-t-il des tests standardisés qui peuvent mettre en évidence un trouble de la posture ? Alors, des troubles de la marche, il va y avoir pour des sujets qui sont atteints de la bronchopneumopathie chronique obstructive. On sait qu'il va y avoir le test des 4 mètres qui va pouvoir déterminer l'ampleur de leur maladie ou non et surtout l'impact sur la marche. Donc ce test des 4 mètres consiste tout simplement à faire marcher le sujet 4 mètres et si sur ces 4 mètres le sujet a une perte d'équilibre, on sait que ça va se ressentir dans sa vie de tous les jours et que dans la vie de tous les jours, il risque d'avoir des problèmes posturaux, des pertes d'équilibre. Et ces pertes d'équilibre peuvent avoir après des impacts plus graves. Avec cette méthode d'analyse, quel autre type d'expérience faites-vous dans votre institut ? Un autre exercice qu'on va faire, ça va être étudier l'influence de différents exercices respiratoires, comme l'hyperventilation, la respiration calme, l'apnée, sur le déplacement du centre de gravité projeté au sol. On va mesurer ce déplacement de centre de gravité à l'aide d'une plateforme de force. En quelque sorte, on modélise les pathologies respiratoires, c'est-à-dire qu'on les reproduit dans un système que l'on peut contrôler. Je sais bien que l'homme a toujours besoin de comprendre le fascinant comportement de son propre corps. Mais quelles seront concrètement les applications de vos recherches ? Alors d'une part, effectivement, on veut comprendre quels sont les liens chez le sujet sain. Et une fois qu'on aura bien déterminé, qu'on aura bien compris quels sont les liens entre la respiration et la posture chez le sujet sain, on va pouvoir voir pourquoi est-ce que ces liens fonctionnent moins bien chez les patients. Et une fois qu'on saura assez tôt et qu'on arrive à détecter assez tôt chez les patients quels liens fonctionnent moins bien, on va pouvoir, à l'aide de rééducation, d'ostéopathie, de séances de kiné, on pourra essayer de soigner ces symptômes. On ne pourra pas soigner la maladie respiratoire, mais on pourra essayer de régler les symptômes qui vont être perte de l'équilibre, altération de la marche. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Vous avez parlé tout à l'heure des différentes façons de respirer, que ce soit abdominale ou thoracique, et il y a aussi la respiration claviculaire avec l'implication des épaules et de tout le haut du corps. Alors, pour finir entre nous, est-ce qu'il y aurait une façon de respirer qui soit meilleure pour le corps en termes de posture, justement ? Alors nous, on n'est pas des profs de yoga ou des profs de danse qui disent qu'il vaut mieux respirer par le ventre, par le thorax ou quoi que ce soit. Nous, on considère qu'à partir du moment où un sujet n'a pas de maladie respiratoire, on considère que c'est un sujet sain et donc que sa respiration est physiologique, qu'elle est naturelle et qu'elle est bonne. Vous avez compris, chacun son domaine. Dans le milieu médical, on ne va pas chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Mais il y a certainement des études psychologiques à mener pour appréhender le lien entre notre façon de respirer et notre qualité de vie. Merci à Louis Clavel de nous avoir partagé ses travaux de recherche et merci à l'Institut de biomécanique humaine Georges Charpak de nous avoir reçus dans ses locaux. À bientôt!